à tous, on se retrouve pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon, j'ai rien fait de spécial, j'ai beaucoup dormi, j'en avais besoin. J'ai un tout petit peu lu, mais ça, je vous en ai parlé dans mon précédent vlog parce que dimanche, j'ai terminé un bouquin et je vous ai donné donc mon avis final sur ce livre dans le précédent vlog que je vous invite bien évidemment à aller voir si ce n'est pas encore fait. Mais voyons, comment se fait-ce? Mais c'est pas bien ça. Allez-y, je vous le mets juste là. Allez, go regarder le précédent vlog si vous ne l'avez pas encore fait, parce qu'il faut suivre les choses dans l'ordre, n'est-ce pas? Sinon, moi, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit bilan lecture. Alors, on est jeudi aujourd'hui, j'ouvre le vlog un petit peu tardivement cette semaine parce qu'en fait, j'étais pas en super forme début de semaine. J'étais un petit peu malade et du coup, j'ai pas pris la caméra parce que si c'est pour avoir une tête totalement fatiguée, blanche comme je ne sais quoi, pour ne pas dire la citation blanche comme un sur YouTube, hein, pour ne pas heurter également les personnes sensibles. Voilà, je trouvais que ça servait un petit peu à rien en fait de venir, de tirer la tronche et voilà, d'avoir l'air d'une personne qui n'avait pas envie d'être là. Hein. Moi, bien évidemment, ici, j'ai envie de transmettre le smile et la bonne humeur et donc je préfère me montrer en caméra en pleine forme comme ici pour voilà, que ce soit un petit peu plus dynamique et un petit peu plus sympathique pour vous en tout cas. Mais voilà, donc voilà la raison pour laquelle j'ouvre le vlog un petit peu tardivement. Cela dit, pour vous, ça ne change pas grand-chose, mais cela dit, un petit peu quand même, parce que du coup, j'ai matière à faire, j'ai plein de choses à vous présenter. Commençons dans l'ordre, hein, n'est-ce pas? Comme je vous l'ai dit en début de vlog, j'aime bien quand les choses sont dans l'ordre. Alors, la dernière fois que je vous avais pris, je vous avais dit que j'avais commencé ce livre-ci, donc 6 versions, Les orphelins du mont Skarklow de Matt Wesolowski. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pas beaucoup avancé. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai lu 54 pages et, attention, moment dramatique, vous êtes prêts? On va le faire ensemble. Le moment bien dramatique de je retire, si j'y arrive, le marque-page du livre parce que vous savez, hein, quand je retire le marque-page comme ça de manière aussi dramatique d'un livre, eh bien, c'est que j'ai abandonné ma lecture. Voilà, premier abandon de 2025, mais clairement, je n'arrivais pas, je n'accrochais pas du tout à ce livre. Mais d'abord, de quoi ça parle? Alors, on a, lors d'un week-end organisé par un groupe de personnes avec des adolescents, Tom Jeffries, qui avait 15 ans, a disparu et son corps a été retrouvé seulement 1 an plus tard par, je ne sais plus par qui, je ne sais plus par quoi, mais il a été retrouvé dans les marécages 1 an plus tard. Et en fait, pardon, j'ai un petit yumi dans la gorge. Et en fait, ce livre est assez particulier parce qu'en fait, il va être divisé en 6 parties principales et chaque partie va mettre en lumière un personnage qui va donner son témoignage à propos de l'accident ou de la découverte. Je ne sais pas si c'est la découverte du corps, mais en tout cas, autour de l'accident, 6 personnes qui vont donner leur version. Et où est-ce que c'est noté? Un corps, 5 adolescents, une créature monstrueuse, 6 versions, où est la vérité? Donc voilà, donc 6 personnes vont être interrogées comme dans un podcast. Et parmi ces 6 versions, je suppose que la vérité se cache et l'identité du meurtrier également. Alors, c'est vraiment écrit ici comme dans un podcast, donc c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs sortes de narrations. On va d'abord avoir un pseudo-dialogue, donc avec le podcasteur qui s'appelle Scott King et la personne qui l'interroge. Et puis, il va avoir en fait, c'est signalé à chaque fois par, je ne sais pas si vous allez voir, mais l'écriture est différente. Vous voyez ici, l'écriture est normale et un petit peu en italique. Donc quand elle est en italique, c'est quand le journaliste parle. Vous voyez par exemple ici. Et alors là, vous voyez, c'est toute une grosse partie en italique. Et donc ça, en fait, c'est le discours du podcasteur
en dehors de l'interview. Donc on va avoir vraiment l'interview qui est rythmée en dialogue, et puis après la partie du podcasteur qui dit, par exemple, là, j'ai remarqué lors de mes recherches personnelles ceci, cela, je n'ai pas abordé le point avec cette personne pour ne pas remuer le couteau dans la plaie, cela dit, voilà, enfin bref, il fait des petits commentaires sur ce qui a été dit ou les non-dits de cette interview. Donc en fait, je trouve que l'idée de faire un thriller en style podcast comme ça, c'est pas mal. Mais moi, personnellement, je n'ai pas du tout accroché au style et au rythme. Au style, j'ai trouvé ça assez bizarre. Alors, heureusement qu'il y a cette différence de typographie pour signaler qui parle et également montrer que c'est le podcasteur à un moment qui fait un interlude et ou une explication de la part de la personne interviewée. Ouais, je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre. Déjà au niveau du rythme, il y avait les dialogues, donc ça s'accélère, c'est assez... c'est un rythme assez soutenu. Et puis après, voilà, les longs discours du podcasteur qui sont un petit peu longs, lents et qui ralentissent du coup la lecture. Et puis de manière générale, au niveau du rythme, bien qu'il y ait des dialogues qui donnent cet aspect un petit peu dynamique, j'ai trouvé que ça traînait un petit peu en longueur. Je trouvais que c'était pas palpitant, je trouvais que c'était pas vraiment intéressant. J'accrochais pas à cette manière de faire. Clairement, à ces deux narrations, je sais pas, je n'accrochais pas. Et en plus, je trouve que, ouais, même, bon, j'ai lu 54 pages sur 310. Donc j'ai pas lu, j'ai lu un sixième si mes calculs sont bons. Un peu moins d'un sixième. Non, un peu plus d'un sixième. Enfin bref, j'ai pas lu non plus grand chose, mais j'ai lu suffisamment pour me dire qu'en fait, c'était trop lent pour moi. Ça allait être ça allait être compliqué pour moi d'avancer dans ce livre. J'ai pas accroché. Voilà, ça arrive. Pas accroché avec la narration. Au niveau de la plume, je vais pas dire qu'elle ne m'a pas plu. Je trouvais que c'était relativement bien écrit. Mais juste, voilà, ce jeu au niveau de la narration et également le rythme, enfin, voilà, j'ai trouvé ça trop lent, trop long, et clairement c'est pas le genre de livre dont j'ai besoin pour l'instant. J'avais besoin d'un récit beaucoup plus rythmé. Je sentais que j'allais m'ennuyer, je sentais que ça allait être compliqué pour moi pour rester accrochée à cette lecture, parce qu'à chaque fois que je le lisais, mon esprit s'évaporait, et sur d'autres sujets, hein. Et en fait, après avoir enchaîné quand même le Michel Bussy, que j'ai trouvé assez long, et un petit peu l'instinct de Nicolas Druard, que j'ai trouvé également un petit peu longuet, j'avais besoin d'autre chose. Donc voilà, c'est un... Alors je sais pas si c'est un livre vers lequel je vais revenir. J'en ai aucune idée. Je me suis dit que ça allait être un abandon total et final, sur papier en tout cas. Après, pourquoi pas l'écouter en livre audio? Je me dis que comme le livre est fait et construit sur sur le podcast, sur le style du podcast, potentiellement en fait à l'audio, ça pourrait bien passer. Donc peut-être qu'un jour, je ne sais pas quand, certainement pas tout de suite, hein, parce que je vous ai parlé de mes livres audio dans je ne sais plus combien de vlogs en arrière, et je vous ai pas refait de points livres audio depuis, parce qu'en fait je ne les écoute pas vraiment. Je pense que le Comte de Monte Cristo, j'ai dû écouter depuis la dernière fois peut-être 40 minutes, 1 heure, mais pas grand chose et rien de suffisamment concret en tout cas pour venir vous en reparler ici dans les vlogs. Et donc comme vous pouvez le voir, je suis pas vraiment une adepte fidèle, en tout cas je suis pas une grande utilisatrice de Audible ou de n'importe quelle autre plateforme de livres audio, et donc du coup c'est pas du tout pour tout de suite que je vais me sortir celui-là. En revanche, je le garde dans un coin de ma tête, ou plutôt dans un coin de ma bibliothèque, pour que voilà, je puisse toujours garder ce livre en mémoire. Mais en tout cas, pour moi, à l'écrit, c'est un flop, c'est un abandon, quoi. Je n'ai pas du tout accroché, je n'ai pas du tout aimé, et donc pour m'épargner des difficultés et du labeur, et voilà, et une situation particulièrement délicate, j'ai décidé donc de l'abandonner. Du coup, ça, mon abandon, je l'ai décidé mardi. Et donc, vous avez vu, hein, bon, j'étais pas très bien début de semaine. Donc, clairement, j'avais pas la tête... j'ai préféré dormir plutôt que lire, hein, clairement.
Mais vous voyez quand même qu'entre dimanche soir et mardi soir, j'ai lu que 54 pages. Le livre, c'est pas un format poche, mais quand même, c'est pas non plus un énorme format. Et donc, ça prouve bien que 54 pages en 3 jours, c'est pas, voilà. C'est pas un livre, en tout cas, qui me plaisait. Donc, voilà pour ceci. Alors, du coup, mardi soir, avant de commencer une nouvelle lecture, j'ai décidé de sortir un petit manga de ma palle et j'ai sorti le 2e tome de Chi, Une vie de chat, de Konami Kanata. Je vous avais déjà parlé de la première partie de ce manga, enfin du premier tome de ce manga dans un précédent vlog. Je vous le mettrai juste ici si vous avez envie d'aller le voir. Je trouve ça toujours aussi mignon. En fait, dans Chi, on va suivre Chi, qui est une femelle chat, qui est cette petite mademoiselle qui a été recueillie par une famille, on est au Japon, par une famille composée d'un papa, d'une maman et d'un petit garçon. Et en fait, on va suivre l'adaptation de ce chat dans cette famille, sachant que cette famille, en fait, dans l'immeuble dans lequel elle habite, n'a pas le droit d'avoir d'animaux de compagnie et donc n'a pas le droit d'avoir un chat. Et donc, ils élèvent Chi et on voit un petit peu l'adaptation de Chi dans cette famille qui, en fait, essaye de tout faire pour que les voisins et la gardienne ne sachent pas que elle fait partie que c'est un nouveau membre de la famille, mais qui se tient sur 4 pattes et non sur 2 et un petit peu plus poilu que ce qui est autorisé, en tout cas, dans cet immeuble. Et franchement, je trouve que c'est un petit manga pour enfants, c'est pas du tout pour les adultes, c'est pas du tout comme Chat des rues, etc. C'est vraiment pour les enfants. C'est un manga coloré en plus et qui se lit à l'occidental et non à l'envers, comme les mangas traditionnels. Mais malgré ça, malgré la simplicité de l'histoire, voilà, je trouve que c'est véritablement une petite bouffée de fraîcheur. Et franchement, à lire de temps en temps comme ça, moi, ça me fait véritablement plaisir. En plus, si vous me suivez depuis longtemps, ou pas du tout, parce que en fait, je parle de Yumi dans tous mes vlogs, mais je pense que vous avez compris, que vous soyez fidèle de longue date ou depuis peu, que je suis une grande fan des chats. J'ai un chat là-bas qui s'appelle Yumi, qui me regarde, qui est toujours présent dans les environs. Il va pas se montrer en caméra parce qu'il est un petit peu dédaigneux et voilà, il ne fraye pas avec la populace. Non pas que je vous traite de populace, pas du tout. C'est lui, c'est un chat. Vous savez très bien, c'est mon appartement. Avec mon mari, on l'a acheté, mais pour cette petite bête, c'est chez lui. Et c'est nous qui sommes les squatteurs, et c'est lui le roi du royaume animal yumiesque de cet appartement. Bref, grosse parenthèse, coucou mon petit chat, je t'aime beaucoup, tu vois tout le bien que je dis de toi en caméra. Oui, bon, bref. Donc, petit Yumi, donc comme vous le savez, j'ai un petit chat que j'aime énormément et je suis, c'est vrai, je suis une crazy cat lady. J'adore les chats, je suis hyper gaga de ces petits animaux tout poilus. Et donc, forcément, quand j'avais croisé le chemin de Chi en librairie, je n'ai pas pu m'empêcher. Et en fait, quand on a un chat, quand on est fan de chat, on ne peut que être touché par cette petite histoire parce qu'en fait, c'est véritablement un chaton qui arrive dans une famille et qui s'adapte à cette famille. Et à peu près toutes les histoires, ou en tout cas tous les petits chapitres, parce qu'en fait, le manga est divisé en chapitres. Alors, le petit jeu de mots, vous voyez, chapitre, genre vraiment jusqu'à fond, les petites métaphores féline. En fait, donc on va suivre, c'est véritablement une histoire globale, on va suivre véritablement la famille au quotidien, mais à chaque fois, chaque chapitre va être dédié à une bêtise ou à une découverte ou à une manière d'être de la petite Chi. Donc par exemple, on va avoir Chi fait une rencontre, quand il rencontre un nouveau chat des rues. Chi ennuie papa, Chi... attendez, j'ai pas d'autres exemples vite fait. Chi raconte, voilà, quand le chat n'arrête pas de miauler. Chi fait une nouvelle découverte quand il découvre la boisson, le lait. Voilà, donc c'est à chaque fois Chi tâtonne, enfin bref. C'est la vie de la famille, l'adaptation de Chi à travers des petites anecdotes ou des petites situations extrêmement rocambolesques et hyper marrantes, hyper drôles, que tous les détenteurs, les propriétaires, les esclaves, ils valident, les esclaves de chats
connaissent. Et en fait, j'avais vraiment l'impression de me retrouver quelques années en arrière quand Yumi était chaton, et je trouve ça vraiment touchant, je trouve ça vraiment mignon. Et Chi a un sale petit caractère, elle est vraiment drôle parce qu'on va suivre également ses pensées, on va suivre également voilà, ce qu'elle pense, ce qu'elle croit, ce qu'elle imagine, bref, et en plus de la famille. Mais c'est voilà, c'est véritablement... C'est touchant, c'est mignon, franchement c'est un bon entre-deux. Si vous aimez les chats, que vous avez envie de temps en temps de vous plonger dans une lecture qui n'est pas du tout prise de tête, qui est plutôt une bonne bouffée de fraîcheur, voilà, quelque chose qui fait vraiment du bien et également drôle, parce qu'on va pas se mentir, je ne ris pas à gorge déployée, hein, bien évidemment, mais très souvent je me retrouve dans la situation de la famille de Chi, et ça me fait vraiment sourire parce que je trouve que l'autrice a bien réussi à retranscrire ce que c'est de vivre avec un chat, chez un chat. Pardon, excusez-moi. T'énerve pas, c'est bon. On n'a rien à kicker, il est en train de dormir. Bref, voilà. Donc un petit manga bien rafraîchissant, minouche comme tout, et clairement c'est le genre de manga que j'ai envie de continuer. J'avais été voir sur Livre Addict, il me semble que la saga est composée de peut-être 15 ou 17 tomes. Je vous mettrai comme d'habitude l'information juste ici. Et je me dis que bah un de temps en temps, franchement, ça fait pas de mal. Et voilà, donc c'est une saga que je vais continuer avec grand plaisir. Et en plus, Chi, elle est vraiment trop chou. Donc voilà, ça donne envie. Donc voilà pour ma lecture de mardi soir. Et juste avant d'aller dormir, j'ai commencé un nouveau livre. Alors attention, je dégaine ma Kindle, donc vous savez ce que ça va être. Ça va être Noémie qui galère et Noémie qui râle comme une vieille mémé parce qu'elle ne sait pas utiliser les outils technologiques. Voilà, donc j'ai commencé un nouveau livre sur ma Kindle. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que je ne vous avais pas annoncé quelque chose. J'ai reçu une super chouette nouvelle il y a plusieurs semaines de cela et j'ai complètement zappé de vous en parler, de partager cette nouvelle avec vous, je m'en excuse. Les personnes qui me suivent sur Instagram sont déjà au courant, j'ai fait un post à ce sujet, mais les personnes qui me suivent uniquement sur YouTube, ben, vous n'êtes pas au courant, hein, voilà, de cette grande nouvelle. J'ai été sélectionnée pour être partenaire de la maison d'édition M+. C'est une maison d'édition que j'aime bien, que j'ai déjà lu pas mal de livres en fait de cette maison d'édition et j'aime véritablement les thrillers qu'ils proposent. Parce qu'en fait, c'est des thrillers qui sont un peu... qu'on n'a pas l'habitude de voir dans d'autres maisons d'édition. C'était la maison d'édition à la base en format poche de Salvatore Mini, donc qui fait des thrillers psychologiques. C'est un auteur belge. J'ai lu également chez M+, c'est Mathieu Bertrand qui avait fait un livre. Je vais regarder si je peux vous le montrer, c'est plus facile à chaque fois. C'est plus parlant en tout cas pour vous si je vous montre les livres. Hop, voilà. Alors, donc j'avais lu deux Salvatore Mini de chez eux, donc Anamnèse et Claustration. Claustration, pardon, qui avait été une excellente lecture. J'avais beaucoup aimé ce livre-là. Et alors, Mathieu Bertrand, voilà, c'est Je pleurerai plus tard. Voilà, c'était ce livre-là qui était vraiment poignant. On sentait la tension monter, qui flirte un tout petit peu avec le surnaturel, mais parce que l'auteur aime vraiment bien tout ce qui est aspect surnaturel. Et ça avait été franchement une très très bonne lecture. Et en fait, c'est un peu... j'ai pas l'impression... Enfin, après, je suis pas une grande connaisseuse de tout ce qui se fait dans toutes les maisons d'édition, mais je trouvais que quand même les livres que j'avais lus de la maison M+, ben, ça se détachait en fait des livres que j'avais l'habitude de lire, et en tout cas des autres thrillers. Et donc, quand j'ai vu qu'ils avaient ouvert des candidatures pour être partenaire de leur maison d'édition, j'avoue que je me suis dit, bon ben ma foi, qui ne tente rien n'a rien, testons. Et je vous avoue qu'en plus, pour cette candidature-là, je me suis pas du tout pris la tête, parce qu'en fait, j'avais postulé chez La Bête Noire, qui est une des maisons d'édition que j'adore. C'est eux qui avaient édité Les Détectives du Yorkshire, Georgette et Magritte,
Voilà, c'est vraiment une maison d'édition que j'adore. J'avais postulé pour être partenaire, je n'ai pas été prise. J'avais également postulé pour Calman Levy, je n'ai pas été prise. Et j'avais postulé encore une fois pour une autre maison d'édition. Il me semble que c'est Pocket ou Folio, je ne sais plus. Parce que je sais que pour Pocket, j'avais postulé, mais plutôt pour un espèce de, comment on appelle ça, de prix des lecteurs. Mais pareil, je n'ai pas été prise. Enfin bref. Je vous épargne les détails, mais en gros j'avais postulé pour 3 partenariats avant celui de M+, et à chaque fois je me mettais la pression pour la candidature, j'écrivais des textes, j'essayais d'être sérieuse, etc., de bien faire ça pour essayer d'être convaincante et d'être prise comme partenaire, et à chaque fois ma candidature a été refusée. Et là en fait quand j'avais vu M+, je vous avoue que j'avais tellement été déçue de ne pas avoir été prise comme partenaire pour La Bête Noire, je me suis dit écoute, cette maison d'édition m'intéresse, mais honnêtement, cette fois-ci, je vais pas me casser la tête. Je vais pas chercher midi à 14h. Je vais faire une demande de candidature, mais express. Et j'ai bouclé l'affaire en même pas 5 minutes. J'ai écrit un texte à mon sujet, donc vous savez la fameuse question pourquoi souhaitez-vous être partenaire de notre maison d'édition. Je l'ai bouclé en 5 minutes. Je l'ai écrit comme ça, en une fois. Je me suis même pas relue pour les fautes d'orthographe. Et voilà. Le fait est que finalement, j'ai été convaincante. Donc, morale de l'histoire, ne réfléchissez pas trop, foncez, et c'est comme ça que vous êtes les plus convaincants. Voilà, donc j'ai été choisie pour être partenaire de cette maison d'édition. J'ai choisi le format numérique parce qu'en fait, en France, il va y avoir une nouvelle loi ou je ne sais plus trop quoi. Enfin, en gros, il y a un tarif, d'après ce que j'ai compris, à la poste pour tout ce qui est brochures, livres, etc. Et c'est des tarifs préférentiels pour pouvoir envoyer les livres à l'étranger notamment. Et ce prix va être supprimé en fait. Il ne va plus avoir cette espèce d'accord avec la poste pour diminuer le prix d'envoi des brochures et des livres. Et donc du coup, si on résidait à l'étranger, on ne pouvait pas avoir un partenariat physique, donc avec des vrais livres qui nous sont envoyés, mais seulement un partenariat numérique. Bon, cela dit, moi, ça me dérange pas trop. J'avoue que pour une maison d'édition qui va m'envoyer pas mal de bouquins, il vaut peut-être mieux que ce soit numérique. Ainsi, j'achèterai plus tard uniquement les livres que j'ai bien aimés. Parce que c'est vrai que quand on reçoit comme ça des livres gratuits de la part d'une maison d'édition, moi je me sens toujours un peu mauvaise conscience de m'en séparer, et si je m'en sépare, c'est pas du tout, enfin je les vendrai pas quoi. Si je m'en sépare, je les donne, comme je les ai reçus gratuitement, je vais pas me faire du fric sur le dos de la maison d'édition. Et donc l'occasion de donner des livres ici au Luxembourg, je vous ai déjà expliqué un petit peu comment ça fonctionnait, la seconde main ici. Déjà pour vendre c'est compliqué, donc pour donner ça le sera encore plus, et donc très souvent les livres s'accumulent juste dans ma cave, et je trouve ça un peu dommage. Donc in fine, le numérique, c'est pas plus mal. Ouh, long story short. Bref, donc du coup pour ce partenariat, j'ai déjà reçu 6 livres de la part de la maison d'édition. Et je suis en train de lire mon premier. Et celui que je suis en train de lire, c'est un livre qui va sortir le 13 mars prochain, donc qui n'est pas encore sorti. C'est un SP avant sortie. C'est trop bien, c'est la première fois que je reçois un livre comme ça en exclusivité avant tout le monde. Enfin, avant tout le monde qui n'est pas partenaire. Je lis... Oh, putain, je me suis encore trompée. Quand je vous dis que c'est galère, que je suis vraiment nulle en technologie Kindle. Étui, c'est peut-être ça que je dois faire. Oui, voilà. Alors, je lis... Ouh, quel suspense. Le silence de l'élu de Glenn Cooper. Donc dans ce livre, on va suivre, il s'appelle Adrian Budd, qui est cardinal. C'est un cardinal londonien, donc un cardinal anglais plutôt, qui est au Vatican. Parce que c'est le conclave et un nouveau pape doit être élu. Et donc on va suivre dans les premiers chapitres un petit peu les intrigues politiques du conclave pour l'élection du nouveau pape. Et Adrian Budd va
finalement être élu pape. Sauf que on comprend dès le début qu'il y a un petit mystère qui plane autour de lui, un mystère qui pourrait bien ne pas être bien vu, hein, surtout avec les nouvelles fonctions qu'il occupe, et un mystère apparemment voilà, assez épais autour de ça. Je n'en sais pas plus. J'avais lu vite fait la 4e de couverture, mais c'est sur mon téléphone, donc je ne peux pas vous la lire. Mais voilà un petit peu pour mon résumé personnel et un petit peu là où j'en suis. Donc on sent très bien qu'il y a voilà, un petit secret qui pèse et bien évidemment, sinon ce serait pas un thriller, quelqu'un menace de révéler ce secret. Mais pour l'instant, on ne sait pas quel est ce secret, quelle est l'importance véritable de ce secret. Voilà, donc c'est un petit peu flou. J'ai lu, allez, retour, je suis à la page 128. Donc j'ai lu 39% du bouquin et franchement je dois vous dire c'est trop bien. J'apprécie vraiment beaucoup ce livre. Donc on est dans un thriller qu'on peut dire politique, sauf qu'ici pour une fois ça ne va pas être de la politique hein, avec des chefs. Enfin, si c'est avec un chef d'État, mais avec, on va dire, des chefs d'État normaux, des ministres, des présidents, etc. C'est véritablement un thriller politique centré, enfin qui est vraiment centré sur la religion et donc tout ce qui est lié donc à cette politique vaticane, à cette politique liée au pape, au clergé, aux cardinaux, etc. Et donc je trouve que c'est véritablement original en fait comme intrigue de faire une intrigue politique centrée autour de la religion catholique. Je trouve ça vraiment top parce que moi personnellement je suis pas une grande fan des thrillers politiques. C'est pas le genre que j'apprécie parce qu'en fait j'en ai absolument rien à faire de la politique. Ça ne m'intéresse pas. Et très souvent les thrillers politiques ça se passe en plus en France ou dans un autre pays, donc je ne connais absolument rien à la politique des autres pays. Déjà la Belgique et le Luxembourg j'ai du mal, donc je vais pas commencer à m'intéresser à ce qui se passe dans les autres pays. Mais là, j'apprécie énormément parce qu'en plus, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais moi je suis une grande fan de tout ce qui est lié à la religion catholique. J'ai fait des études de théologie en parallèle de mes études d'histoire de l'art. Et donc tout ce qui est lié à la religion catholique, que ce soit l'art, que ce soit l'organisation du clergé, que ce soit l'histoire liée autour de la religion catholique, que ce soit tout ce qui est ritualité symbolique, enfin bref, tout ce qui est lié à la religion chrétienne, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'aime bien lire de temps en temps des livres ésotériques qui sont liés du coup à la religion catholique. Et là, le fait que ce soit un thriller politique qui est fortement lié à la religion, moi franchement ça fait totalement le taf avec moi. J'aime beaucoup voir ce qui se passe dans les conclaves, j'aime bien un petit peu toute cette manigance, toute cette campagne en fait finalement politique que les cardinaux font pour essayer d'élire un de leurs favoris ou de se faire élire pape et toutes du coup les manigances qu'il peut y avoir une fois qu'un pape a été élu et que ses détracteurs ne sont pas contents et tout ce qu'ils vont mettre en œuvre pour essayer de lui nuire ou en tout cas essayer de mettre un petit peu à mal ou de lui mettre des bâtons dans les roues. Je trouve ça vraiment très intéressant. Très original et la plume de Glenn Cooper, franchement, elle fait totalement le taf avec moi. Moi qui avais besoin d'un roman prenant, d'avoir un roman addictif, d'avoir un roman qui m'immerge à 100% dans son intrigue, là clairement, Le Silence de l'élu fait totalement le taf. J'apprécie énormément, je prends beaucoup, mais vraiment beaucoup de plaisir à lire ce livre et je n'ai qu'une hâte, c'est le continuer et savoir quel est ce secret et de continuer en fait à découvrir cette intrigue politique autour de ce pape anglais fraîchement élu et de voir comment il va s'en sortir, comment il va évoluer dans son pontificat et également quel est le secret qui l'entoure et quelles sont les conséquences que pourrait potentiellement avoir ce secret s'il était découvert ou mis entre de mauvaises mains ou peu importe. Mais voilà, je suis extrêmement intriguée par ce livre et franchement je prends un énorme plaisir à le lire, vraiment. C'est une très chouette lecture et donc voilà,
voilà, je reste ici pour l'instant. Je vais pas vous en dire plus, je vais pas trop non plus m'exciter et commencer à lui donner plein de commentaires parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai lu que 39%, donc il me reste encore potentiellement de quoi faire, de quoi être déçu ou de quoi être encore plus exalté, pardon. Donc voilà, je vais m'arrêter ici en tout cas pour ce rush, ça fait déjà une demi-heure que je papote. Voilà, donc je suis en meilleure forme que début de semaine, hein, comme vous pouvez le voir. Mais en tout cas, voilà, je prends beaucoup de plaisir à cette lecture et j'ai hâte de venir vous en parler plus avant, de vous donner soit un avis lecture intermédiaire ou un avis lecture finale avant de vous inviter potentiellement à lire ce livre. Mais en tout cas, sachez que je passe un excellent moment. Bref, voilà, écoutez, c'est là-dessus que je termine ce rush et je vous dis donc à plus tard. Lundi et je viens conclure cette 46e semaine de vlog. Si je ne m'abuse, j'avoue que je perds un petit peu le compte, mais en tout cas on est dans la dizaine des quarantaines, donc il me semble qu'on est à 46. Bref, quoi qu'il en soit, je viens conclure cette nouvelle semaine de vlog et j'ai matière à vous parler aujourd'hui parce que j'ai un petit update lecture à vous faire ainsi qu'un book haul parce que samedi c'était journée book club, nous sommes allés bruncher avec mes copines Sophie, Stéphanie et Sabrina et puis nous sommes passés en librairie. Et bien évidemment oui, j'ai craqué. j'ai acheté 4 livres, j'en ai reçu un gratuitement, donc ça me fait un total de 5 livres supplémentaires dans ma palle. Mais je vais vous laisser patienter un petit peu avant de vous faire mon book haul parce que je vais commencer par l'update lecture. Pour cela, je sors mon Kinder. Alors, allez vous faire un thé. Il faut que je retrouve la couverture, donc ça va prendre sans doute un certain temps. Alors, mon silence... Elle est forte la nono, hein. Ça a été rapide, je ne sais pas combien de secondes, dites-le moi en commentaire, mais en tout cas, regardez ce que je vous dégaine assez facilement cette fois-ci. Je deviens une vraie pro de la Kindle, pardon. Alors, je vous ai dit que j'étais en train de lire Le silence de l'élu de Glenn Cooper. Donc c'est un livre que j'ai reçu en service presse de la part des éditions M+, parce que je fais partie de leur partenaire pour l'année 2025. Alors, je vous avais dit dans le précédent rush que c'était un thriller, un thriller, oui, politique, entre guillemets, hein, sauf qu'on va tourner autour de la politique plutôt religieuse, de la politique autour du Vatican, du pape, etc. J'ai lu 51%, il me semble. J'ai dépassé la moitié du livre. Et en fait... moi, je ne suis pas nécessairement d'accord au final avec le terme thriller. Parce que là où j'en suis, donc à passer 50% du livre, on apprend quel est le secret qui entoure le pape, quel est ce secret qui pourrait bien bouleverser la chrétienté. Et en fait, le secret in fine est très intéressant. Mais vu comment le début de roman s'est déployé,
vu le rythme, vu les thématiques, vu ceci, cela, personnellement, je trouve pas que ça fait partie d'un thriller. Je ne trouve pas que ça a les caractéristiques d'un thriller. Voilà, je trouve que c'est un roman plutôt à suspense, on va dire ça comme ça pour la première moitié du livre, mais étant donné que nous, lecteurs et les personnages vont apprendre à partir de 50% du livre quel est le fameux secret du pape, honnêtement je me demande comment Glenn Cooper va déployer son intrigue dans la deuxième partie du roman. Parce que le secret du pape, on part pas là-dessus sur un thriller ésotérique, on part pas là-dessus sur un thriller très mystérieux avec une énorme épaisseur autour d'un mystère quelconque autour de la chrétienté. Et en fait, ça va plus se développer en livre contemporain, social, si j'ai envie de dire, une thématique en tout cas très intéressante, très actuelle. Je trouve une thématique totalement originale pour ce genre de roman, mais en revanche, je ne vois pas du tout où est l'aspect thriller. Alors oui, il y a des embrouilles politiques, il y a un peu des manigances, il y a un peu des petits conflits par-ci par-là. On voit que certains certains cardinaux qui ne sont pas du tout partisans de ce nouveau pape élu vont un petit peu faire des petites magouilles pour essayer soit de lui mettre des bâtons dans les roues, soit essayer de le destituer. Mais à part ces intrigues politiques, c'est pas nécessairement un thriller. Et là, à la moitié du livre, avoir eu l'information de quel est le secret qui entoure le pape et que je suppose qu'on va déployer du coup toute l'intrigue autour de ça dans la deuxième partie, pour moi ça n'a pas du tout un aspect de thriller. Voilà, donc je trouve que la qualification de ce roman est un petit peu trompeuse. Je vais pas dire que ça me déçoit, c'est pas vrai, parce qu'en fait je trouve que l'histoire est vraiment très intéressante. Je trouve que du coup la thématique et ce vers quoi l'histoire va aller, je trouve ça très intéressant également, très intelligent, très original. J'ai hâte de voir comment ça va être déployé dans la seconde moitié du roman, mais je sais très bien que ça va pas être un livre rempli de suspense. En revanche, j'apprécie énormément la plume, je trouve que c'est une plume extrêmement fluide, extrêmement agréable, qui fait véritablement le taf. Elle nous tient je vais pas dire en haleine, mais on a envie de continuer le livre, on a envie de savoir plus. C'est une plume qui est véritablement lisible, si je puis dire. Non, mais c'est vraiment une plume agréable qui donne envie de continuer le roman, qui nous fait tourner les pages sans s'en rendre compte. C'est vraiment fluide, agréable. Bref, on est bien dans ce roman. Donc je suis véritablement curieuse de voir comment ça va se terminer. Quelle orientation maintenant qu'il y a eu ce secret qui a été déployé, va prendre ce roman. Alors, j'avoue que je suis quand même un petit peu moins enthousiaste qu'au début, parce que au tout début, je pensais vraiment être un thriller, avoir vraiment toute cette tension qui va monter au fur et à mesure. Alors oui, je pense que, vu le secret du pape, la tension va augmenter au fur et à mesure de l'intrigue, et je me doute que le final va être relativement explosif, mais on n'est pas dans ce côté thriller ésotérique auquel potentiellement je m'attendais. On pourrait appeler ça plutôt roman à suspense plutôt que thriller. Mais bon, voilà, je vais pas continuer à parler autour de cette appellation. Je vais pas dire que mon intérêt baisse un peu, mais on va dire que mon engouement est un peu moins haut que précédemment, parce que forcément, moi, vous savez, j'adore les thrillers, j'adore en plus les livres qui sont liés à la religion catholique. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime bien les romans ésotériques, j'aime bien les romans noirs, j'aime bien les thrillers, etc. Là, le fait que ça ne prenne pas la direction de ce que moi j'aime dans les thrillers qui abordent la religion, c'est clair que mon engouement est un peu moins fort que dans le précédent rush, mais en revanche mon intérêt n'a pas du tout baissé. Je suis quand même intriguée, j'ai quand même envie de continuer, j'ai quand même envie de savoir, donc je suis toujours au top, juste un peu moins peut-être faux folle que au moment où j'ai commencé le roman. Mais bon, cela dit, très bon livre en tout cas pour l'instant, hâte de le continuer. Et donc vous en saurez plus dans le prochain vlog où je vous donnerai du coup mon avis final sur ce roman que je continuerai dans la semaine. Sinon, ce week-end, j'avais pas nécessairement envie de me plonger dans cette lecture, j'avais envie de me divertir autrement et j'avais envie de sortir des BD de ma palle et j'ai sorti 2 livres. Le premier, c'est un
donc une BD de Peyo, donc les aventures de Johan et Pierre-Louis. Ici, j'ai sorti le tome 9 qui est La flûte à 6 schtroumpfs. Et pour la petite anecdote, en fait, c'est dans ce tome-là qu'apparaissent pour la première fois ces fameux petits bonhommes bleus, dabedi dabeda, n'est-ce pas? Et non, pas ces bonhommes bleus-là, mais les petits bonhommes bleus bien connus sous le nom des Schtroumpfs. En fait, c'est dans les aventures de Johan et Pierre-Louis que ces petites créatures apparaissent pour la première fois. Et en fait, elles ont eu tellement de succès et on a vu tellement le potentiel que pouvaient avoir ces petits bonhommes bleus que ensuite Peyo en a fait une série de BD à part entière. Et ce qui est quand même marrant, l'ironie du sort entre guillemets, c'est que les Schtroumpfs, c'est véritablement la série de BD la plus connue de Peyo. Johan et Pierre-Louis et Poussy, qui est ce petit chat-là, dont je vous parlerai juste après, sont complètement passés derrière la notoriété des Schtroumpfs. Pareil pour Benoît Brisefer. Quand on parle de Peyo, on associe tout de suite les Schtroumpfs, mais c'est clair que ces autres personnages, on ne les connaît pas, ou on n'en s'en rappelle pas en tout cas. Et voilà, donc c'est quand même marrant de voir que le succès de cet auteur, en fait, vient de petits personnages secondaires dans une saga qu'il avait commencé depuis bien longtemps et qui, au final, bah, c'est ces petites créatures qui ont fait son succès. Alors ici dans La flûte à 6 schtroumpfs, en fait on retrouve donc nos deux protagonistes, hein, donc Johan, cet écuyer du roi, et Pierre-Louis qui est un nain un petit peu loufoque et bouffon, qui fait plein de bêtises. Pierre-Louis va se prendre de passion pour la musique, il va jouer pas mal d'instruments. La seule chose, c'est que quand Pierre-Louis joue d'un instrument, c'est pas très agréable pour les oreilles de ceux qui écoutent. Et donc, quand un vendeur ambulant arrive à la cour du roi pour vendre des instruments à Pierre-Louis, Johan et le roi le remballent très très vite parce qu'ils ne veulent pas que Pierre-Louis leur casse les oreilles avec d'autres instruments. La seule chose, c'est qu'il va perdre en chemin une flûte. Donc quand il va remballer toutes ses affaires, il y a une flûte qui va s'échapper de son... Enfin, il va perdre une flûte, quoi, en gros. Et Pierre-Louis va tomber sur cette flûte et il s'avère qu'elle est enchantée. Bien évidemment, le vendeur va se plaindre d'avoir perdu cette flûte dans une auberge. Il y a une oreille un petit peu mal intentionnée qui va entendre cela, qui connaît la réputation de cette flûte enchantée et qui donc va essayer de la voler à Pierre-Louis. Bien évidemment, il va y arriver. Et donc, Johan et Pierre-Louis vont devoir un petit peu régler ce problème, récupérer la flûte à 6 schtroumpfs qui, par ses pouvoirs, pourrait bien ne pas être bénéfique pour tout le monde. Et en fait, on apprend dans l'histoire que en fait, la flûte à 6 schtroumpfs, c'est une flûte à 6 trous. En réalité, c'est une flûte spéciale qui a été fabriquée au pays des Schtroumpfs et enchantée par les Schtroumpfs. Et il n'y a que eux qui peuvent créer une flûte de ce style. Et donc, dans leurs aventures, Johan et Pierre-Louis vont devoir collaborer avec ces petits bonhommes bleus. Voilà un petit peu pour le résumé de la BD. Et je peux vous dire que celle-ci, c'est pour l'instant ma BD préférée de Johan et Pierre-Louis. Donc j'ai lu pour l'instant, donc c'est le quatrième... la quatrième histoire de Johan et Pierre-Louis que je lis. Et bah pour l'instant, c'est ma préférée. J'ai vraiment passé un très très bon moment. C'était bien rythmé, c'était le suspense, le rythme, c'était parfait. Et alors surtout, mais il y avait des gags à toutes les 2 pages. Et franchement, j'ai bien rigolé. Surtout au moment où Johan et Pierre-Louis sont transportés dans le pays des Schtroumpfs et qu'ils doivent communiquer avec ces petits bonhommes bleus. Franchement, ça donne... Les scènes sont vraiment excellentes. J'ai vraiment pris énormément de plaisir à lire cette BD. J'ai rigolé. Vraiment, j'ai rigolé à voix haute, quoi, en lisant ma BD. Je l'ai trouvée... pour moi, c'est le genre de BD parfaite. C'est vraiment le genre de BD que j'aime bien, avec une histoire qui est intéressante, qui est prenante, avec du suspense, avec un peu de bagarre de temps en temps, et en plus avec cette dose d'humour à la belge, d'humour comme les grands maîtres des BD belges peuvent le faire. Et c'est vrai que Peyo, moi,
c'était pas vraiment un auteur que je lisais quand j'étais petite. J'ai eu un intérêt pour Peyo très tardivement hein, dans ma vie, dans ma carrière de lectrice. C'est depuis seulement quelques années que je m'intéresse vraiment à cet auteur. Et franchement, c'est tellement le genre de BD que j'aurais kiffé quand j'étais petite. Moi, personnellement, j'étais plus team Hergé, notamment Josette et Joko, qui est une série de BD de Hergé qui met en scène un frère, une sœur et leur singe. Et il y a ce côté un peu gag également avec Joko, donc qui est le singe, qui est extrêmement drôle. Et la dynamique de ce trio est vraiment très chouette et c'est des histoires sérieuses, mais t'as toujours un personnage qui vient apporter cette dose d'humour et qui met parfois les personnages principaux dans des situations un petit peu loufoques, mais qui sont extrêmement drôles pour le lecteur. Et bah là, j'ai retrouvé exactement le même plaisir grâce à Pierre Louis, hein, ce petit nain, ça se dit pas, mais bon bref, ce petit personnage qui est attachant, vraiment, il est vraiment attachant, il a l'air vraiment chiant, mais il est adorable, il est très très drôle et franchement j'ai passé un excellent moment lecture. Si vous avez envie de découvrir Peyo, moi, Joanne et Pierre-Louis, personnellement c'est ma série en tout cas que je préfère entre les Schtroumpfs et Benoît Brisefer. Et celui-là, si vous ne connaissez pas cette saga, bah, franchement celui-là c'est un très bon tome d'introduction pour connaître un petit peu plus l'univers de Joanne et Pierre-Louis et puis ainsi bah, vous commencez entre guillemets deux sagas, celle de Joanne et Pierre-Louis et celle des Schtroumpfs. Donc voilà pour ma petite lecture récréative de dimanche. Et puis tant que j'étais lancée dans ma lecture de Peyo, j'ai également ressorti de ma palle en attente qui était juste ici, cette intégrale de Poussy. Donc Poussy c'est ce petit chat qui est un autre personnage de Peyo qu'il avait publié dans le journal Le Soir. Et dans le journal Spirou également. Et en fait, la particularité de Poussy, c'est que les gags sont majoritairement en 4 cases, comme ça. Et c'est à chaque fois des situations bah, dans lesquelles Poussy se met, des situations un petit peu drôles, un petit peu tirées par les cheveux parfois, mais voilà, c'est toujours des petits gags assez courts. C'est pas, c'est pas comme une BD qui fait 60 pages et qui se déploie sur tout un tome. Non, là, c'est vraiment des gags simples, rapides et efficaces en 4 cases. Et en fait, j'avais commencé cette intégrale l'année dernière, parce que je vous ai déjà expliqué ça dans un précédent vlog, mais en fait on est allé au musée de la bande dessinée à Bruxelles avec mon mari pour son anniversaire en 2023. Et j'avais du coup acheté cette intégrale là-bas, je l'avais commencé, j'avais lu la moitié, et puis je m'étais dit bon, on va pas dévorer les gags de Poussy tout d'un coup, donc je l'avais mis de côté pour piocher de temps en temps, lire de temps en temps, voilà, quelques pages. Et puis au final, ben, avec mon déménagement, j'ai mis ce livre-là en me disant oui, je vais le ressortir de temps en temps. Ben, au final, je ne l'ai pas ressorti de temps en temps et donc je me suis dit que c'était le moment, c'était l'instant. Tant que j'étais plongée dans l'univers de Peyo, autant continuer ma lecture de cet auteur. Et en fait, ben, j'ai lu la seconde moitié de l'intégrale de Poussy. Voilà, je me suis fait tout d'un coup parce que je me suis dit que si j'en lisais que 10, ce sera seulement dans un an que j'en relirai encore 10, donc c'est peut-être un peu bête de laisser traîner ad vitam aeternam ou plus ou moins ça, cette intégrale. Donc voilà, j'ai décidé de le terminer, donc je l'ai terminé dimanche également. Et franchement, c'était trop drôle. C'est vrai que c'est un autre type d'humour, c'est un autre type de gag. Ici, pour toujours faire la comparaison avec Hergé, on est plus dans le style Quick et Fluke. Plutôt que que Tintin, Josette et Joko, etc. C'est des petits gags, c'est parfois, en fait, Poussy est un peu humanisé parfois. Donc, c'est véritablement un autre type d'humour, un autre type de dynamique, un autre type de mise en page, etc. Mais c'est vraiment très chouette. Poussy, c'est un chat qui est trop mignon. C'est hyper drôle parce que, au-delà du fait qu'il soit parfois humanisé, Peyo mais aussi en gag en fait des situations du quotidien quand on a un chat. Et du coup bah, c'est vachement drôle de voir à la fois les gags ultra réalistes qui font rire et les gags totalement tirés par les cheveux qui font également rire. C'est vraiment une autre manière de lire des BD et franchement c'était un moment très agréable. Je suis contente d'avoir terminé cette intégrale. Je sais pas si je le relirai un jour, aucune idée. Mais en tout cas, je trouve que le travail qui a été fait de réunir ici tous les
toutes les apparitions de Poussy, en fait, ça a véritablement été un gros travail de compilation parce qu'il y a des gags qui sont inédits. Parce qu'en fait, Peyo, de base, avait repris les gags, les BD, les petits sketchs. Parlons avec un vocabulaire adéquat, ce sera peut-être mieux pour tout le monde. Il avait repris en fait les petits sketchs de Poussy et il les avait déjà mis en BD. Il les avait pas publiés de manière chronologique mais plutôt de manière thématique. Et en fait il avait sorti 3 BD comme ça de Poussy, mais il y avait des gags qu'il n'avait pas mis dans ces BD là. Et donc cette intégrale en fait reprend véritablement de manière chronologique cette fois tous les gags de Poussy depuis le premier jusqu'au... je sais pas combien il y en a en tout. Attendez, je vais vous dire ça. Gag numéro... le dernier. Hop. Gag numéro 294. Voilà, donc en tout, il y en a 294. Et voilà, ils sont tous là, tous repris. Du premier au 294e. Donc voilà, c'est de manière chronologique. Et donc, ce qui est également super drôle, c'est qu'on peut voir l'évolution de Poussy, hein, entre ces 4 cases en noir et blanc jusqu'à ces 4 cases en couleur, où Poussy a des traits beaucoup plus délicats, beaucoup plus moins grossiers qu'au début. Et également les sketchs de Poussy qui ont été réalisés par des collaborateurs de Peyo. Par exemple ici, c'est De Gaiter qui a fait ce gag et non plus Peyo lui-même. Mais il me semble que les gags étaient quand même soit sous la supervision de Peyo, ou en tout cas il déléguait à ses collaborateurs les plus proches et à qui il faisait véritablement confiance. Voilà, donc on a vraiment toute cette histoire de Poussy, depuis le noir et blanc jusqu'aux couleurs et jusqu'à l'adoption de Poussy par d'autres illustrateurs. C'était vraiment chouette, c'était vraiment intéressant. J'ai adoré, franchement je me suis trop attachée à ce petit chat. J'irais même jusqu'à dire que j'ai envie d'aller adopter un petit chat noir et blanc et l'appeler Poussy juste en l'honneur de ce livre. Mais bon, on va pas pousser Poussy, le bouchon, pardon. Aussi loin, n'est-ce pas, Maurice? Je vais me contenter de mon petit Yumi qui est mon fils unique, adorable. Et Poussy restera mon fidèle compagnon, mais de bibliothèque cette fois. Donc voilà pour la lecture qui m'a également accompagnée dimanche. Donc voilà, 2 petites BD. J'ai également continué dimanche soir mon livre. Mais, je vous ai dit qu'on avait un petit book haul. Donc continuons maintenant, non plus sur des livres que j'ai lus, mais sur des livres à lire qui vont rejoindre ma palle. Donc je vous l'ai dit, c'était journée book club samedi. Nous sommes allés en librairie et j'ai complété... j'ai enrichi ma palle de 5 livres, donc je vous l'ai dit. Alors, je vais commencer par celui-ci, parce que ça va aller vite. J'ai acheté Châtiment de Céline Dangean. Et en fait, Châtiment, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vlogs. Je vous en mettrai quelques-uns dans les petits, juste ici, pour que vous puissiez aller les voir. Parce qu'en fait, c'est un livre que j'ai déjà lu. Pour rappel... J'avais participé au jury pour le prix Polar Policier pour le festival Étrange Grande qui s'est déroulé en septembre 2023. Et dans la sélection, donc dans les livres qui étaient en concurrence pour le prix, il y avait Châtiment de Céline Dangean et j'avais donc reçu le livre en e-book, hein, donc je l'avais lu sur ma Kindle. Et c'était un livre que j'avais beaucoup aimé. En plus, c'est le livre qui a reçu le prix du festival Étrange Grande pour la catégorie Polar. Et donc, j'avais véritablement envie de l'avoir en physique. Et comme il est sorti récemment en poche, donc aux éditions Pocket, eh bien, j'ai pas hésité une seule seconde. Je l'ai acheté. Alors oui, c'est vrai que, comme le dit mon mari, mais enfin, pourquoi tu achètes un livre que tu ne vas jamais lire ? Eh bien, tout simplement pour avoir une jolie bibliothèque. Voilà, c'est un livre que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé. J'aime bien Céline Dangean, j'aime bien ce qu'elle écrit et donc j'avais envie de l'avoir en physique pour pouvoir sentir ses pages et garnir ma bibliothèque d'un livre supplémentaire. Donc voilà pour mon premier achat. Ensuite, j'ai pris un livre dont j'attendais la sortie depuis un an, depuis qu'il est sorti en grand format. Il s'agit de La colère d'Izanagi de Cyril Carrère. Donc en fait, Cyril Carrère, c'est un auteur français, mais qui habite au Japon. Et ce thriller prend place
se déroule au Japon, avec en plus une policière franco-japonaise qui s'appelle Noémie. Donc voilà, ce livre avait véritablement tout pour me plaire, aussi bien pour sa thématique, pour son genre, que pour ses personnages. Et là, pareil, il est sorti récemment, au format poche, et donc je n'ai pas hésité une seule seconde et je l'ai emporté avec moi. Alors, de quoi ça parle? Oh, je vais peut-être allumer la lumière, non? C'est peut-être un peu sombre. Ouais, c'est peut-être mieux, non? Moi, je suis totalement éblouie, mais peut-être que pour vous, c'est un peu plus agréable à regarder. Donc du coup, j'en étais à La colère d'Izanagi de Cyril Carrère. Donc de quoi ça parle? Tokyo. Un incendie criminel ravage le cœur de Shinjuku, l'un des plus grands quartiers d'affaires au monde. L'enquête est confiée à Iyato Ishida, jeune flic prodige mais solitaire. Il est rejoint par Noémie Legrand, franco-japonaise, décidée à prouver sa valeur. Team Noémie. Sur leur chemin, un couple d'étudiants dans le besoin, à la merci d'une communauté où solidarité rime avec danger. Et, tapis dans l'ombre, celui qui se fait appeler Izanagi, bien décidé à mettre son plan destructeur à exécution. Voilà, j'ai trop hâte de lire ce livre, déjà parce qu'il se passe au Japon, hein, vous savez, j'ai une obsession pour le Japon, mais également parce que j'en ai entendu énormément de bien sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup de personnes, ça a été un coup de cœur. Apparemment, c'est assez spécial, enfin, ça sort un petit peu des cadres, mais c'est extrêmement intéressant, extrêmement prenant. L'histoire est agréable, les personnages attachants, enfin bref, c'est un roman qui a plu à beaucoup de monde. Et donc, j'ai qu'une seule hâte, c'est de m'y plonger. Celui-là, il va pas faire long feu dans ma palle. Je vais le lire au mois de mars. Là, j'aimerais bien, après celui-là, lire mon Agatha Christie du mois, après Le silence de l'élu. Et puis, j'aimerais bien lire des livres pour me préparer à la foire du livre de Bruxelles qui va se dérouler mi-mars, vers le 20 mars, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Je vous mettrai les dates précises juste ici. Et après avoir lu les livres pour la foire du livre de Bruxelles, je pense que je me plongerai dans celui-là qui me fait fortement envie. Ensuite, et ce livre-là ne va pas surprendre beaucoup de monde parmi vous, parce que j'ai également pris un autre livre avec la thématique japonaise, cette fois-ci un livre écrit par un auteur japonais. Donc c'est Un lundi parfum matcha de Michiko Aoyama. Alors, si vous suivez mes vlogs, si vous me suivez sur Instagram, vous savez très bien que j'adore le matcha. Et en plus, dans ce livre, est-ce que vous voyez aussi ce qu'il y a sur la couverture ou pas? Attendez, je vous le rapproche. Et oui, il y a un petit chat. Et donc, combo chat matcha Japon. J'étais la cliente toute faite pour acheter ce livre. Et en vrai, le résumé a l'air minouche comme tout. Ça a l'air d'être un petit feel good comme je les aime. Et donc, voilà. Je n'ai pas réfléchi plus loin. Je l'ai emporté avec moi. Alors, de quoi ça parle? Ce lundi-là, l'énigmatique propriétaire du café Marble à Tokyo organise une dégustation de thé. Caché sous les cerisiers qui changent de couleur au fil des saisons, ce havre de paix se transforme alors en un lieu magique où l'amertume du matcha vient apaiser celle de l'existence. Une brillante commerciale poursuivie par la malchance depuis le nouvel an, la propriétaire d'une boutique florissante qui a oublié l'humilité de ses débuts, une grand-mère en froid avec sa petite fille. Alors qu'un chat blanc comme neige observe paisiblement les étonnants humains qui l'entourent, le café Marble devient le lieu de rencontres insolites qui vont bouleverser la vie de ceux qui en ouvrent la porte. Ça a l'air d'être un petit roman choral, feel good comme je les aime, qui va peut-être aborder des thématiques mignonnes, qui vont potentiellement peut-être me mettre un petit peu la larme à l'œil, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un chat, il y a du matcha, et franchement, moi, il ne m'en fallait pas plus pour le prendre. Donc voilà, encore un livre minouche comme tout, la couverture, je la trouve magnifique, elle est vraiment, vraiment jolie. Aux éditions J'ai lu, franchement, J'ai lu, ils s'améliorent. Leur couverture depuis quelques, je vais pas dire quelques années, mais en tout cas depuis quelques temps, elles sont magnifiques. Franchement, le travail éditorial de cette maison d'édition, maintenant, il est incroyable. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc, voilà. Ensuite, j'ai reçu un livre gratuit parce que c'était un livre offert pour 2 poches de J'ai lu acheté. J'ai pas de J'ai lu, j'ai un folio, un pocket
et un j'ai lu, mais bon, je suppose qu'ils ont fait ça parce que j'avais acheté au moins 2 livres de poche. Heureusement, il me l'a pris totalement par hasard, mais heureusement, je suis tombée sur un thriller. Donc c'est Un bon écrivain est un écrivain mort de Guillaume Cherel. Et je vous lis tout de suite le résumé. Le polar L'anti-rentrée littéraire. Augustin Traquenard doit animer un débat littéraire dans un ancien monastère en compagnie de 10 écrivains très médiatiques qui ont tous reçu un mystérieux courrier d'invitation. Frédéric Belvédère, Michel Ouzbek, Amélie Latonde, vraiment drôle, Delphine Vegan, David Mykonos, Cathy Potcol, Tatiana de Roseret, Christine Lego, Jean de Moisson et Yann Moite. Tout est prêt, tout est fin prêt pour l'événement, mais rien ne se passe comme prévu. Dès l'arrivée au monastère, l'histoire dérape. C'est bien connu, un bon écrivain est un écrivain mort. Bon, ça m'a l'air d'être un petit thriller avec une bonne dose d'humour. Franchement, pourquoi pas? J'aime bien les romans un petit peu loufoques au niveau de l'humour comme ça. J'avais lu il y a quelques temps, c'était l'affaire Sherlock de JMR. Je vous mettrai le titre exact juste ici. Et franchement, c'était un petit roman policier, il y avait un meurtre, voilà, c'était une petite enquête. Mais l'humour et la plume de l'auteur, franchement, c'était trop bien. C'était un roman un peu loufoque, un peu décalé, qui se prenait pas du tout au sérieux. Mais pourtant, il y avait quand même une enquête sérieuse derrière. Et donc, il fallait voilà, enquêter, découvrir qui était le meurtrier dans cet hôtel bloqué par la neige, etc. Donc, il y avait vraiment tous les codes en fait, du roman policier qui étaient là, mais une plume hyper drôle, hyper décalée. Vraiment, j'avais passé un excellent moment. Et si ce livre-ci est comme donc celui que j'ai lu, hein, donc je vous mettrai le titre à nouveau juste ici, bah, je pense que je risque de passer un bon moment, je ne sais pas, à voir. Mais en tout cas, ça m'intrigue et c'est avec un grand plaisir que ce petit livre gratuit rejoint ma palle. Et sinon, j'ai également pris un dernier livre, donc je vous l'avais dit, j'ai 5 livres en tout qui rejoignent ma palle. Alors, on retrouve la thématique du chat. Oui, effectivement. Mais il s'agit du tome 2 de Le Château des Animaux. Ici, c'est Les Marguerites de l'hiver. Je vous avais parlé de ma lecture du tome 1 dans un vlog précédent que je vous mettrai juste ici. Donc, c'est une saga qui est composée de 4 tomes. Seulement 2 sont parus, apparemment, jusqu'à maintenant. Et j'avais bien aimé le premier tome. J'avais trouvé l'histoire intéressante. J'avais trouvé les thématiques également soulevées, extrêmement intrigantes et intéressantes. Et j'avais hâte de me plonger dans le tome 2. Mais je n'avais pas le tome 2 dans ma palle. Donc il fallait absolument que je remédie à cela. Et donc, c'est chose faite. Ils avaient le tome 2 dans ma librairie. Et donc, je l'ai emporté avec moi. Et donc, il y a cette magnifique chatte en couverture. J'ai trop hâte de la retrouver, elle et ses petits chatons. Et également le lièvre, qui est vraiment drôle dans cette histoire. J'ai hâte de retrouver ces personnages, j'ai hâte de continuer leurs aventures. J'ai vu, ça m'a l'air un peu plus sanglant que le premier, donc voilà, je pense que l'histoire va se durcir un petit peu au niveau des thématiques, mais je sais que je vais bien aimer parce que ça m'a l'air, voilà, comme je l'ai dit, les thématiques abordées sont très intéressantes, donc j'ai hâte de voir comment l'histoire va continuer. Donc voilà pour le dernier achat que j'ai fait ce week-end. Et voilà, c'est sur ce petit book haul. Petit, 5 livres, on peut dire que c'est un petit book haul, hein, n'est-ce pas? Enfin bref, c'est sur ce book haul que je conclue ce 46e vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. En attendant, moi comme toujours, je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable soirée ou une agréable nuit, peu importe. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!